Appelle un homme, ce n'est pas un travail pour une femme. La phrase traversa la cour de la ferme comme un coup de fouet. Mathilde Beaumont ne chuchota pas. Elle annonça, forte, claire, voulant que chaque ouvrier, chaque contremaître, chaque personne présente ce matin-là l'entende parfaitement. Elle croisa les bras sur sa poitrine, un sourire narquois aux lèvres, et ajouta d'une voix teintée de mépris, « Cette moissonneuse-batteuse vaut 1 300 000 €. Je ne vais pas laisser une gamine jouer avec mon investissement. Regardez-la. Elle a quoi, 25 ans? Elle sort d'où? D'un stage de formation pour femmes en reconversion ?» Quelques hommes rirent. D'autres détournèrent le regard, gênés mais silencieux. L'humiliation était publique, calculée, sans retenue. La mécanicienne entendit tout. Elle ne répondit pas. Elle ne croisa pas le regard de Mathilde Beaumont. Elle continua simplement d'avancer vers la moissonneuse, batteuse rouge et argent, garée au milieu du champ de blé, couverte de poussière dorée, immobile depuis 3 jours. Ses bottes de travail noires écrasaient les épis tombés au sol. Elle portait une combinaison bleu marine délavée, tachée d'huile aux genoux et aux coudes, et ses cheveux blonds étaient attachés en une tresse serrée qui descendait entre ses omoplates. Ses mains, fines mais couvertes de callosité, tenaient une caisse à outils métallique cabossée qui avait connu des décennies de service. Elle s'appelait Léa Garnier. Elle avait 26 ans, et elle n'était pas là par hasard. Laissez-moi vous raconter cette histoire qui va vous bouleverser, mes amis, parce que ce qui s'est passé ce matin-là, dans les champs de Beauce, près de Chartres, n'était pas seulement une question de machine cassée. C'était une question de dignité, de préjugés et de vérité qui éclate au moment où personne ne s'y attend. Ce que personne ne savait ce matin-là, c'est que Mathilde Beaumont et Léa Garnier partageaient un secret qui allait tout changer. Un secret enfoui depuis 26 ans. Un secret qui allait transformer cette humiliation publique en révélation déchirante. Si vous croyez que les femmes méritent le respect, que le talent n'a pas de genre, que l'arrogance finit toujours par payer son prix, laissez votre like maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre des histoires qui touchent le cœur et révèlent la vraie nature des gens. Et commentez en bas en me disant d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien compte énormément. Pour comprendre ce qui allait se passer ce jour d'août, il faut remonter 27 ans en arrière, à l'été 1997, dans un petit village de l'Eure-et-Loire appelé Brou, à 30 km au sud de Chartres. C'est là que tout a commencé. C'est là que 2 destins se sont croisés pour la première fois, sans que personne ne réalise les conséquences que cela aurait des décennies plus tard. Léa Garnier était née le 15 mars 1998 à Dreux, une petite ville à 80 km à l'ouest de Paris. Mais sa mère, Sylvie Garnier, était tombée enceinte 9 mois plus tôt, en juin 1997. Sylvie avait alors 19 ans. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant routier sur la Nationale 10, près de Brou. Elle gagnait à peine le SMIC, vivait dans un studio minuscule au-dessus du restaurant, économisait chaque centime pour pouvoir un jour s'inscrire à l'école d'infirmière. Sylvie était une fille de la campagne, élevée par ses grands-parents après que ses parents soient morts dans un accident de voiture quand elle avait 7 ans. Son grand-père, Auguste Garnier, était mécanicien agricole. Un homme rude, travailleur, qui avait transmis à Sylvie une chose essentielle. La dignité ne dépend pas de ta position sociale, mais de comment tu traites les autres et comment tu accomplis ton travail. Sylvie était belle, avec ses cheveux blonds et ses yeux verts, mais elle ne cherchait pas l'attention. Elle voulait juste travailler, économiser, construire une vie meilleure. Pourtant, cet été-là, quelque chose arriva qui changea tout. Un soir de juin, une Porsche noire s'arrêta devant le restaurant. Un homme en descendit. La trentaine, costume élégant malgré la chaleur, montre en or au poignet. Il commanda un café, s'installa à une table près de la fenêtre, sortit des dossiers de son attaché-case. Sylvie le servit avec son sourire professionnel habituel. L'homme la remercia poliment. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. Il s'appelait Philippe Beaumont.
Il était promoteur immobilier à Paris, en train de négocier l'achat de terrains agricoles dans la région pour développer un projet de résidence secondaire. Il avait 32 ans, était marié depuis 5 ans, avait une fille de 4 ans qui s'appelait Mathilde. Sa femme, Catherine, venait d'une famille de la haute bourgeoisie parisienne. Leur mariage était une alliance de fortune plus qu'une histoire d'amour. Philippe était seul dans la région depuis 3 semaines, logeant dans un hôtel à Chartres, passant ses journées à rencontrer des notaires, des agriculteurs, des élus locaux. Il s'ennuyait, il était fatigué. Et quand il vit Sylvie, avec sa jeunesse, sa simplicité, sa gentillesse naturelle, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il commença à lui parler. De petites conversations au début, le temps, le travail, la région, puis des conversations plus longues. Il lui racontait Paris, ses projets immobiliers, ses voyages. Elle lui racontait sa vie modeste, ses rêves d'études, ses difficultés financières. Il était fasciné par sa détermination, elle était impressionnée par son monde qu'elle ne connaissait pas. Ce qui devait arriver arriva. Philippe invita Sylvie à dîner dans un restaurant chic à Chartres. Elle hésita, savait que c'était dangereux, mais accepta quand même. Il était attentionné, charmant, différent des garçons de son âge. Il lui promit qu'il allait l'aider, qu'il pourrait payer ses études d'infirmière, qu'elle méritait mieux que ce restaurant routier. Ils passèrent la nuit ensemble dans la chambre d'hôtel de Philippe. Ce fut la seule fois. Le lendemain matin, Philippe reçut un appel urgent de Paris. Sa femme Catherine avait découvert certaines de ses transactions financières douteuses et menaçait de divorcer, ce qui aurait ruiné ses projets immobiliers puisque l'argent venait en grande partie de la famille de Catherine. Philippe partit précipitamment, promettant à Sylvie qu'il reviendrait, qu'il l'appellerait. Il ne revint jamais. Il ne l'appela jamais. 6 semaines plus tard, Sylvie découvrit qu'elle était enceinte. Elle essaya de contacter Philippe. Elle appela son bureau à Paris, laissa des dizaines de messages. Personne ne lui répondit. Elle finit par comprendre qu'elle était seule, qu'il l'avait utilisée et abandonnée, qu'elle ne représentait rien pour lui. Elle aurait pu avorter. Certaines personnes le lui conseillèrent, mais Sylvie décida de garder l'enfant. Elle retourna vivre chez son grand-père Auguste, à Dreux, travailla jusqu'au dernier mois de sa grossesse, accoucha un froid matin de mars dans l'hôpital de Chartres. Quand elle vit le bébé pour la première fois, une petite fille avec des cheveux blonds et des yeux qui ressemblaient tellement aux siens, elle pleura. De soulagement, d'amour, mais aussi de tristesse pour ce que cet enfant n'aurait jamais. Un père. Elle nomma sa fille Léa. Léa Garnier. Pas Beaumont. Jamais Beaumont. Philippe Beaumont, lui, retourna à Paris, sauva son mariage en promettant à sa femme de ne plus jamais la tromper, et se concentra sur ses affaires. Il ne pensa plus à la jeune serveuse de Brou, ou s'il y pensa, ce fut brièvement, avec peut-être un vague sentiment de culpabilité vite étouffé par ses préoccupations professionnelles. 2 ans plus tard, en 2000, Philippe acheta la grande ferme de Beauce, 350 hectares près de Chartres. C'était un investissement, une diversification de patrimoine. Il engagea les meilleurs contremaîtres, acheta les machines les plus modernes, transforma l'exploitation en une entreprise agricole prospère. Sa fille Mathilde grandissait à Paris, fréquentait les meilleures écoles privées, passait ses week-ends et ses vacances à la ferme où elle jouait à la châtelaine. Mathilde ne sut jamais que son père avait eu une aventure, que quelque part, à quelques dizaines de kilomètres de la ferme familiale, vivait une demi-sœur dont elle ignorait l'existence. Léa, elle, grandit dans la modestie mais entourée d'amour. Sa mère Sylvie travailla dur, devint finalement aide-soignante après avoir suivi une formation accélérée. Auguste, le grand-père mécanicien, devint la figure paternelle de Léa. C'est lui qui l'emmena dans son atelier dès qu'elle sut marcher, qui lui apprit à tenir un outil, qui lui transmit sa passion pour la mécanique. Sylvie ne parla jamais du père de Léa. Quand Léa posait des questions, enfant, Sylvie répondait simplement « Ton père était quelqu'un de passager dans ma vie, il n'est plus là, mais tu as un grand-père qui t'aime plus que tout. » Léa apprit à ne plus poser de questions.
Elle apprit à construire sa vie sans ce père fantôme. Ce qu'aucune des deux familles ne savait, c'est qu'un jour, le destin les forcerait à se rencontrer, dans des circonstances que personne n'aurait pu imaginer. Auguste Garnier fut diagnostiqué d'un cancer du poumon en 2015. Les décennies passées à respirer les fumées de diesel, les vapeurs de solvants, la poussière métallique, avaient fini par ronger ses poumons. Les médecins lui donnèrent 6 mois. Il tint 14 mois, refusant d'abandonner son atelier jusqu'au dernier moment possible. Pendant ces 14 mois, il transmit à Léa, alors âgée de 17 ans, tout ce qui lui restait à enseigner. Chaque technique secrète, chaque astuce développée au fil des décennies, chaque connaissance accumulée. Mais il lui transmit aussi quelque chose de plus précieux, une philosophie de vie. « Écoute-moi bien, Léa », lui dit-il un soir dans son atelier, alors qu'ils réparaient ensemble un vieux tracteur Massey Ferguson. Sa voix était affaiblie par la maladie, mais son regard restait vif. Le monde va te juger parce que tu es une femme, parce que tu viens d'un milieu modeste, parce que tu n'as pas de père. Les gens vont te regarder de haut, vont te dire que tu n'es pas à ta place, que tu devrais faire autre chose. Il toussa, reprit son souffle. Mais une machine, elle, ne te jugera jamais. Une machine ne regarde pas si tu es un homme ou une femme, si tu es riche ou pauvre, si tu as un diplôme ou pas. Elle regarde juste si tu sais ce que tu fais. Et si tu le sais, elle fonctionne. C'est la seule vérité qui compte. Léa écoutait, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Promets-moi une chose, » continua Auguste. « Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Sois meilleur que tous. Pas pour te venger, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que c'est qui tu es, parce que le talent ne doit jamais être gâché à cause de la bêtise des autres. » Léa promit. Et elle tint sa promesse. Auguste Garnier mourut un dimanche matin de novembre 2016, sous un ciel gris et bas. Léa avait 18 ans. Elle pleura pendant des jours, incapable d'accepter que cette présence immense dans sa vie ait disparu. Mais elle continua. Elle s'inscrivit dans une école de mécanique agricole à Châteaudun, où elle fut la seule femme de sa promotion. Les professeurs la regardaient avec scepticisme. Les autres élèves faisaient des blagues sur elle. Mais quand arrivaient les travaux pratiques, quand il fallait vraiment mettre les mains dans le cambouis, diagnostiquer, réparer, Léa les surpassait tous. Elle obtint son diplôme avec mention en 2018, puis elle enchaîna avec une formation d'ingénieur en génie mécanique à l'Université d'Orléans. Elle travailla le jour dans des garages pour payer ses études, étudiait la nuit, dormait 4 heures, se réveillait avant l'aube. Ses mains sentaient toujours l'huile moteur, même après 3 douches. Mais elle avançait, toujours. Sa mère Sylvie la soutenait comme elle pouvait, malgré ses horaires épuisants d'aide-soignante. Elle vivait dans un petit appartement à Dreux, partageait tout, économisait surtout. Sylvie était fière de sa fille, de sa détermination, de son talent. Mais elle portait aussi un poids qu'elle ne partageait jamais. La culpabilité d'avoir privé Léa d'un père, le regret de cette nuit avec Philippe Beaumont, la colère contre cet homme qui les avait abandonnés. Pendant ce temps, à Paris et à la ferme de Beauce, Mathilde Beaumont grandissait dans un monde complètement différent. Elle avait étudié à Sciences Po, puis à HEC, avait passé 1 an à Londres dans une banque d'affaires, était revenue en France convaincue de sa supériorité intellectuelle. Quand son père Philippe prit sa retraite en 2018 et lui confia la gestion de la ferme, Mathilde avait 34 ans, aucune expérience pratique en agriculture, mais un MBA et une confiance inébranlable en ses capacités. Elle dirigeait la ferme comme on dirige une start-up parisienne, avec des KPI, des tableaux Excel, des réunions stratégiques, des objectifs de rentabilité trimestrielle. Elle ne mettait jamais les mains dans la terre. Elle portait des tailleurs Chanel pour inspecter les champs. Elle parlait aux ouvriers avec ce ton condescendant des gens qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Elle était aussi profondément seule. Son mariage avec un banquier parisien s'était terminé par un divorce amer 3 ans plus tôt. Pas d'enfant. Ses amis de Sciences Po et HEC l'avaient progressivement abandonnée, trouvant son arrogance insupportable.
Son père Philippe, maintenant âgé de 56 ans et en semi-retraite, la trouvait difficile, cassante, incapable de créer des relations humaines authentiques. Mathilde compensait sa solitude par le contrôle de la ferme, le contrôle de ses employés, le contrôle de chaque détail. Et quand quelque chose lui échappait, elle paniquait, elle devenait agressive, elle cherchait des coupables. C'est exactement ce qui se passa quand la classe Lexion 1900, sa moissonneuse-batteuse d'1 300 000 €, tomba en panne en plein milieu de la moisson d'août 2024. La panne survint un lundi matin. Le conducteur, un homme expérimenté nommé Jacques, était en train de récolter un champ de blé quand soudain tous les systèmes s'éteignirent. Tableau de bord mort, moteur coupé. La machine s'immobilisa au milieu du champ, silencieuse, inutile. Jacques essaya de redémarrer. Rien. Il vérifia les fusibles, la batterie. Tout semblait normal. Il appela Bertrand, le chef d'exploitation. Bertrand vint avec 2 mécaniciens de la ferme. Ils passèrent 4 heures à inspecter la machine. Aucun résultat. Le lendemain, Mathilde fit venir un spécialiste indépendant de Chartres. L'homme passa 6 heures sur la moissonneuse, démonta la moitié des systèmes électroniques et finit par avouer qu'il ne trouvait pas le problème. Mathilde paniquait. 50 hectares de blé attendaient d'être récoltés. Chaque jour de retard à cause des conditions météorologiques risquait de dégrader la qualité du grain, de faire perdre des dizaines de milliers d'euros. Elle appela le service après-vente de classe, exigea l'envoi immédiat d'un technicien expert. « Nous vous envoyons notre meilleur ingénieur du secteur », répondit la responsable du service client. « Elle sera là demain matin. »« Votre meilleur ingénieur ?» répéta Mathilde, le ton déjà méfiant. « Oui, Madame Beaumont, Léa Garnier. Elle est spécialiste des systèmes électroniques embarqués sur les Lexions. Si quelqu'un peut résoudre votre problème, c'est elle. » Mathilde raccrocha contrariée. Une femme, une ingénieure. Elle imaginait déjà une jeune diplômée fraîche, sortie d'école, pleine de théories, mais sans expérience pratique. Elle ne savait pas que Léa Garnier avait plus d'expérience mécanique dans ses 26 ans que la plupart des mécaniciens de 50 ans. Le lendemain matin, quand Léa descendit de sa vieille Renault 4L avec sa caisse à outils cabossée et sa combinaison tachée, Mathilde fut confortée dans ses préjugés. Cette fille avait l'air d'une étudiante fauchée, pas d'une ingénieure classe. C'est à ce moment-là que Mathilde prononça la phrase qui allait tout déclencher. « Appelle un homme, ce n'est pas un travail pour une femme. » Léa entendit, mais elle ne répondit pas. Elle avait déjà entendu ça des dizaines de fois dans sa carrière. Des dizaines de fois, elle avait prouvé que ses paroles n'étaient que du vent. Elle allait le prouver encore une fois. Elle grimpa sur la moissonneuse-batteuse, s'installa dans la cabine, tourna la clé de contact. Rien. Tableau de bord mort. Elle descendit, ouvrit le capot moteur, commença son inspection méthodique. Derrière elle, Mathilde continuait son numéro devant les ouvriers assemblés. Regardez-la, elle cherche les fusibles comme si c'était une tondeuse à gazon. Cette machine a été vérifiée par 3 professionnels. Des hommes avec 15, 20 ans d'expérience. Vous croyez qu'une gamine va résoudre le problème en 10 minutes? Les rires fusèrent, nerveux pour certains, francs pour d'autres. Bertrand, le chef d'exploitation, était mal à l'aise. Il avait vu le CV de Léa quand classe l'avait envoyé par email. Diplôme d'ingénieur, 5 ans d'expérience, spécialisation en systèmes embarqués. Cette femme savait ce qu'elle faisait, mais il ne dit rien. Il ne prit pas sa défense. Personne ne le fit. Léa sortit une lampe torche de sa caisse à outils, inspecta les connexions du calculateur moteur principal. C'est là qu'elle vit quelque chose. Une très légère trace de corrosion verte sur 2 des pins de connexion. Presque imperceptible, mais suffisant pour créer une résistance électrique, un mauvais contact qui empêchait le calculateur de recevoir le signal de démarrage. Elle sortit une petite brosse métallique, nettoya délicatement les contacts, les sécha avec un chiffon propre, reconnecta le calculateur. Elle remonta dans la cabine, tourna la clé. Le tableau de bord s'alluma. Les voyants rouges, orange, vert clignotèrent. Le bip de démarrage résonna.
Le moteur V12 démarra au quart de tour avec son grondement profond et régulier. Les ouvriers se turent. Mathilde ouvrit la bouche, la referma. Léa coupa le moteur presque immédiatement. Elle descendit de la cabine sans un mot, retourna au capot moteur. Parce qu'un démarrage réussi ne signifiait pas que tout était en ordre, et son instinct lui disait qu'il y avait autre chose. Elle fouilla plus profondément dans les systèmes, démonta le carter de protection du circuit hydraulique, inspecta les pompes, les vérins, les distributeurs de pression, et là, elle trouva ce qu'elle cherchait sans le savoir vraiment. Une valve de dérivation hydraulique principale avait été remplacée par une pièce non homologuée. Ce n'était pas une pièce classe d'origine. C'était une contrefaçon chinoise, reconnaissable à la qualité inférieure du métal, à l'absence de gravure de certification CE, à la taille légèrement différente. Cette valve permettait un débit hydraulique supérieur de 20% aux spécifications d'origine. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Pour augmenter artificiellement la vitesse de récolte. Plus de débit hydraulique signifiait des mouvements plus rapides des bras de coupe, une cadence de battage supérieure, plus de tonnes récoltées par heure. Cela permettait de gagner du temps. Et dans l'agriculture, le temps c'est de l'argent. Mais c'était aussi extrêmement dangereux. Une valve sous-dimensionnée ou de qualité inférieure pouvait céder brutalement sous la pression. Si elle cédait pendant que la moissonneuse fonctionnait à pleine capacité, la chute brutale de pression hydraulique provoquerait un affaissement immédiat des bras de coupe de 12,50 m de largeur. Sur un terrain plat, c'était déjà problématique. Sur une pente, cela pouvait déstabiliser complètement la machine de 16 tonnes et la faire basculer, écrasant potentiellement le conducteur dans la cabine. C'était illégal. C'était une violation directe des normes de sécurité CE. Et c'était exactement le type de modification que Léa avait pour mission de détecter et de signaler. Elle sortit son téléphone, ouvrit l'application de rapport d'inspection classe, commença à photographier tout, la valve contrefaite, son emplacement, les références gravées dessus, l'usure anormale des joints hydrauliques autour. Elle documenta tout avec une précision chirurgicale. Puis elle prit une autre décision. Elle ouvrit la caméra vidéo de son téléphone, activa l'enregistrement et posa discrètement l'appareil sur le capot de la moissonneuse, angle dirigé vers la cour de la ferme et vers Mathilde Beaumont. Tout ce qui se dirait maintenant serait enregistré. Elle descendit de la moissonneuse, marcha vers Mathilde qui attendait, les bras croisés, le sourire narquois toujours en place malgré la surprise du démarrage réussi. « Alors ?» demanda Mathilde avec une pointe d'agressivité. « Vous avez eu de la chance avec le démarrage, mais je suppose que vous n'avez rien trouvé d'autre ?» Léa la regarda calmement dans les yeux. « J'ai trouvé 2 problèmes, Madame Beaumont. Le premier, c'est effectivement le mauvais contact électronique au niveau du calculateur moteur. Corrosion des pins de connexion due à l'humidité. C'est réparé. La machine démarre. » Mathilde haussa les sourcils, surprise malgré elle qu'une femme ait réussi là où 3 hommes avaient échoué. Et le deuxième problème? Le deuxième problème est beaucoup plus grave. Votre moissonneuse a été modifiée illégalement. La valve de dérivation hydraulique principale a été remplacée par une pièce contrefaite non homologuée. Cette modification permet d'augmenter le débit hydraulique et donc la vitesse de récolte, mais elle met la machine hors norme de sécurité CE et expose le conducteur à un risque mortel en cas de rupture de la valve. Le sourire de Mathilde disparut instantanément. « Qu'est-ce que vous racontez ?»« Je vous raconte des faits techniques, Madame Beaumont. La valve installée actuellement n'est pas une pièce classe. C'est une contrefaçon fabriquée en Chine, reconnaissable à plusieurs détails. Absence de gravure de certification CE, alliage d'aluminium de qualité inférieure, dimensions légèrement différentes des spécifications d'origine. De plus, les joints hydrauliques autour de cette valve montrent une usure incompatible avec seulement 2 mois d'utilisation depuis la livraison de la machine. Cela signifie que la valve a été changée récemment, probablement lors d'une intervention de maintenance. Mathilde se raidit. Son visage commença à rougir. « Vous êtes en train de m'accuser d'avoir trafiqué ma propre machine ?»
Je ne vous accuse de rien, Madame Beaumont. Je constate des faits. Mon travail est de m'assurer que les machines Claas fonctionnent selon les normes de sécurité et de conformité. Cette machine, en l'état, ne peut pas être certifiée conforme. Je suis légalement obligé de signaler cette modification à Claas et aux autorités compétentes. Le ton de Mathilde monta brusquement. Vous vous foutez de moi? J'ai 50 hectares de blé qui attendent d'être récoltés. Chaque jour de retard me coûte entre 10 et 15 000 euros. Vous débarquez ici avec vos histoires de valves et de certification, alors que tout ce que je veux, c'est que ma machine fonctionne. Léa ne haussa pas la voix. Elle maintint son calme professionnel. La machine fonctionne maintenant, Madame Beaumont. Le problème de démarrage est résolu, mais la modification hydraulique reste un problème de conformité et de sécurité. Je peux remplacer la valve par une pièce d'origine Claas, si vous le souhaitez. J'en ai une dans ma voiture. L'opération prendra environ 2 heures, après quoi je pourrai signer votre certificat de conformité et vous pourrez reprendre la récolte en toute sécurité et en toute légalité. 2 heures? Explosa Mathilde. 2 heures de plus? Non, non, vous allez me signer un bon de conformité maintenant et vous allez dégager de ma ferme. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos exigences ridicules. Léa secoua doucement la tête. « Je ne peux pas faire ça, Madame Beaumont. Ma signature engage ma responsabilité professionnelle personnelle et celle de Claas. Si cette machine cause un accident mortel à cause de cette modification et que j'ai signé un certificat de conformité en sachant que la machine n'était pas conforme, je suis personnellement responsable au niveau pénal. Je ne prendrai pas ce risque, ni pour vous, ni pour personne. » Mathilde fit 3 pas vers Léa, le visage cramoisi de colère. Elle était plus grande que Léa, plus imposante, habituée à dominer physiquement les conversations. « Vous savez qui je suis? Vous savez combien de machines Claas j'ai achetées ces 10 dernières années? 4 moissonneuses-batteuses, 3 tracteurs, 2 ensileuses. Vous savez combien ça représente en chiffre d'affaires pour votre entreprise? Plus de 5 millions d'euros. Un coup de fil au directeur commercial France et vous êtes viré dans l'heure. Vous comprenez ça? » Léa ne recula pas d'1 centimètre. Elle soutint le regard de Mathilde sans ciller. « Faites ce que vous devez faire, Madame Beaumont. Moi, je fais mon travail selon mes obligations légales et déontologiques. Vous pouvez appeler qui vous voulez. Ça ne changera rien aux faits. Cette machine est non conforme et je ne signerai pas de certificat de conformité tant qu'elle le restera. » Le silence qui suivit fut dense, pesant. Les ouvriers, les contremaîtres, Bertrand, tous regardèrent la scène avec un mélange de fascination et de malaise profond. Voir leur patronne, cette femme habituellement si sûre d'elle, si dominante, être contredite fermement par une jeune mécanicienne en combinaison tachée, c'était presque surréaliste. Certains ressentaient une satisfaction secrète. D'autres craignaient les représailles que Mathilde ne manquerait pas d'exercer après le départ de l'ingénieur. Mathilde se tourna vers Bertrand, la voix vibrante de colère rentrée. « Bertrand, appelle Claas immédiatement. Demande-leur d'envoyer quelqu'un de compétent, un vrai professionnel. » Bertrand hésita visiblement. Il jeta un regard à Léa, puis à Mathilde. « Madame Beaumont, avec tout le respect que je vous dois, cette jeune femme a l'air de savoir exactement de quoi elle parle. Si la machine a vraiment été modifiée de façon dangereuse, je me fous complètement de ce qu'elle a dit, » hurla Mathilde, perdant tout contrôle. « Cette gamine débarque ici, elle me manque de respect devant tous mes employés, elle invente des histoires pour justifier son incompétence et maintenant elle veut me faire perdre 2 heures de plus? Non, je refuse. » Léa prit une grande inspiration. Elle savait que le moment était venu de prendre une décision radicale. « Madame Beaumont, je vais être extrêmement clair avec vous. Cette modification hydraulique n'est pas un détail technique anodin. Si cette valve cède pendant la récolte, voici exactement ce qui va se passer. La pression hydraulique va chuter de 180 bars à 0 en moins d'1 seconde. Les bras de coupe de 12,50 m vont s'affaisser brutalement.
Si votre conducteur est en train de récolter sur un terrain en pente, même légère, le poids soudain à l'avant va déplacer le centre de gravité de la machine. 16 tonnes de métal vont basculer. La cabine va s'écraser au sol. Le conducteur sera broyé. Elle fit une pause pour laisser l'image s'installer. C'est ça, le risque réel. Pas une amende administrative, pas une perte de certification, la mort d'un être humain. Alors maintenant, vous avez deux choix. Soit vous me laissez remplacer cette valve, et dans 2 heures, vous reprenez votre récolte en sécurité. Soit vous refusez, et je vais remonter dans cette moissonneuse moi-même, je vais la conduire personnellement pour récolter votre blé. Et comme ça, si la valve cède et que la machine se renverse, ce sera moi qui mourrai. Pas Jacques, pas un de vos employés, moi. Un silence de mort tomba sur la cour de la ferme. Mathilde cligna des yeux, déstabilisée. « Quoi? Qu'est-ce que vous... » « Vous avez parfaitement entendu, Madame Beaumont, » continua Léa d'une voix calme, mais inflexible. « Vous voulez que votre blé soit récolté immédiatement, sans perdre 2 heures? Très bien. Je vais le faire moi-même. Je vais prendre le risque que je refuse d'imposer à vos employés, parce que moi, je connais exactement la nature et la probabilité de ce risque. Vos employés, eux, ne devraient pas avoir à prendre des risques qu'ils ne comprennent pas et dont ils ne sont pas informés. » Mathilde ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle ne s'attendait absolument pas à ça. Personne ne s'attendait à ça. Une ingénieure qui proposait de risquer sa propre vie pour prouver son point, c'était incompréhensible. Léa ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle tourna les talons, marcha d'un pas décidé vers la moissonneuse-batteuse. Elle grimpa dans la cabine, ajusta le siège, boucla le harnais de sécurité à 5 points, vérifia les rétroviseurs. Elle démarra le moteur V12, qui rugit de nouveau, ce grondement puissant qui faisait vibrer tout le châssis. Elle engagea la transmission hydrostatique, abaissa les bras de coupe jusqu'à la hauteur optimale de 15 cm au-dessus du sol, activa le système de battage. Et elle commença à récolter. La moissonneuse-batteuse s'avança dans le champ de blé doré, les lames rotatives tranchant les tiges avec une efficacité brutale et mécanique. Le grain était aspiré par le système de coupe, transporté vers le batteur qui le séparait de la paille, passait à travers les grilles de séparation, était nettoyé par les ventilateurs et stocké dans la trémie de 8000 litres. Léa conduisait avec une précision mathématique, traçant des lignes parfaitement droites, optimisant chaque passage pour minimiser les pertes de grains, maximisant l'efficacité de la récolte. Les ouvriers regardaient, bouche bée. Mathilde regardait aussi, figée dans une expression indéchiffrable qui mêlait colère, incrédulité et quelque chose d'autre. De la peur peut-être, ou du respect naissant qu'elle refusait encore d'admettre. Léa récolta pendant 1 heure sans interruption. Seule dans la cabine climatisée, les mains sur le volant et le levier de commande hydraulique, elle ressentait chaque vibration de la machine, écoutait chaque variation du son du moteur, surveillait constamment les jauges de pression hydraulique. Elle savait exactement quel était le risque. Elle savait que la valve contrefaite pouvait céder à tout moment. Mais elle savait aussi que prouver sa compétence, démontrée par l'action plutôt que par les mots, valait ce risque. Quand la trémie fut pleine pour la première fois, elle stoppa la moissonneuse au bord du champ, positionna la machine à côté d'une remorque agricole, activa le système de déchargement. La vis sans fin rotative transféra les 4 tonnes de grains dans la remorque en moins de 3 minutes. Puis Léa repartit vers le champ. Elle fit 3 cycles complets. 3 fois, elle remplit la trémie de 8000 litres, la vida dans les remorques. Au total, elle récolta 12 hectares en 2 heures, un exploit remarquable pour une seule personne, même expérimentée. La machine fonctionnait parfaitement. La valve contrefaite tenait, pour l'instant. Mais Léa savait que c'était une question de chance, pas de sécurité. Quand elle s'arrêta enfin, gara la moissonneuse au bord du champ et coupa le moteur, elle était couverte de sueur, malgré la climatisation de la cabine, et ses vêtements étaient imprégnés de poussière dorée de céréales. Ses mains tremblaient légèrement, pas de fatigue physique, mais d'adrénaline accumulée.
Elle avait pris un risque insensé, et elle le savait parfaitement. Elle descendit de la cabine, ses bottes touchant le sol ferme. Elle marcha vers Mathilde Beaumont, qui n'avait presque pas bougé de place pendant ces 2 heures, comme hypnotisée par ce qu'elle voyait. « Voilà, Madame Beaumont, » dit Léa simplement, la voix légèrement rauque. « 12 hectares de récoltés, environ 24 tonnes de blé dans vos remorques. La machine fonctionne, mais elle reste non conforme aux normes de sécurité. La valve contrefaite a tenu cette fois, elle ne tiendra peut-être pas la prochaine fois. » Mathilde ne répondit pas. Elle fixait Léa avec une expression qui avait complètement changé. La colère était partie. L'arrogance aussi. Il ne restait qu'une femme confrontée à quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose qui la dépassait. Léa sortit son téléphone de sa poche, arrêta l'enregistrement vidéo qui tournait depuis maintenant 2h40. « J'ai tout enregistré, Madame Beaumont, depuis votre première phrase ce matin jusqu'à maintenant. Vos insultes publiques, vos menaces de me faire virer, mon diagnostic technique précis, ma proposition de réparation conforme, votre refus catégorique et ma décision de conduire moi-même la machine pour protéger vos employés d'un risque que vous refusiez de prendre au sérieux. Tout est là, horodaté, géolocalisé. » Le visage de Mathilde devint livide. « Vous m'avez filmé, sans mon autorisation, avec toute l'autorisation légale nécessaire, Madame Beaumont. Nous sommes sur un lieu de travail, dans le cadre d'une intervention professionnelle de sécurité. L'enregistrement audio et vidéo est parfaitement légal selon l'article L. 222-4 du Code du travail et l'article 9 du Code civil, dès lors qu'il documente des questions de sécurité au travail. CLAS nous encourage explicitement à documenter les situations où les clients refusent les mises en conformité de sécurité. C'est une protection juridique pour l'entreprise, pour nous, et paradoxalement pour vous aussi. Protection pour moi. La voix de Mathilde tremblait. Vous essayez de me détruire, oui. Léa secoua la tête avec une expression presque triste. Non, Madame Beaumont, je n'essaie pas de vous détruire. J'essaie de faire mon travail, celui pour lequel CLAS me paie et pour lequel j'ai prêté serment professionnel, assurer que leurs machines fonctionnent en sécurité, protéger les conducteurs, respecter la loi. Elle fit une pause, croisant le regard de Mathilde. Vous, ce matin, vous avez essayé de m'humilier parce que je suis une femme. Vous avez dit devant tous vos employés que ce n'était pas un travail pour moi, que j'étais incompétente, que vous vouliez un homme, un vrai professionnel. Vous vouliez que je me sente petite, illégitime, honteuse d'être là. Sa voix restait calme, mais chaque mot portait un poids immense. Mais une machine ne ment jamais, Madame Beaumont. J'ai diagnostiqué le problème que 3 mécaniciens expérimentés n'avaient pas trouvé. J'ai réparé le système de démarrage. J'ai identifié une modification illégale et dangereuse. J'ai conduit votre moissonneuse d'1 300 000 € et récolté 12 hectares de blé avec une précision parfaite. Les faits sont là. Objectifs. Indiscutables. Votre opinion sur ce qu'une femme peut ou ne peut pas faire n'a strictement aucune importance face aux faits. Elle rangea son téléphone et continua, sa voix prenant une tonalité plus dure. Maintenant, vous avez un choix final à faire. Soit vous me laissez remplacer immédiatement la valve contrefaite par une pièce d'origine conforme et je vous signe votre certificat de conformité. L'opération prendra exactement 1h53 selon mes estimations. Soit vous refusez. Et dans ce cas, je rapporte l'état actuel de votre machine à CLAS Allemagne, qui annulera immédiatement la garantie constructeur d'une valeur de 200 000 €, annulera la certification CE de la machine et transmettra le dossier aux autorités françaises de sécurité au travail. Dans ce second scénario, vous ne pourrez plus utiliser légalement cette moissonneuse, votre assurance refusera de couvrir tout accident et vous risquez des poursuites pénales si un accident survient. Le choix vous appartient entièrement. Mathilde resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Son regard passa de Léa aux ouvriers qui observaient toujours la scène, à Bertrand, dont l'expression montrait clairement qu'il pensait que Léa avait raison,
puis revint à Léa. Enfin, d'une voix éteinte, presque inaudible, elle murmura « Remplacez la valve ». Léa acquiesça professionnellement. « Je vais chercher la pièce dans ma voiture ». Elle retourna à sa Renault 4L délabrée, ouvrit le coffre qui grinça. À l'intérieur se trouvait une caisse métallique compartimentée contenant des pièces de rechange courantes pour les différents modèles de moissonneuses classe. Des valves hydrauliques de différentes tailles et spécifications, des capteurs électroniques, des fusibles haute tension, des joints de différents diamètres. Elle prit la valve de dérivation hydraulique correspondant exactement au modèle Lexion BIMAC 900, vérifia scrupuleusement le numéro de série, la gravure de certification CE, la qualité de l'alliage. Quand elle revint vers la moissonneuse, quelque chose avait subtilement changé dans l'atmosphère. Les ouvriers ne riaient plus, plusieurs s'approchaient maintenant, curieux, respectueux. Bertrand, le chef d'exploitation, vint directement vers elle. « Mademoiselle Garnier ?» dit-il doucement, presque timidement. « Oui, monsieur. Je voulais vous présenter mes excuses pour ce matin, pour avoir ri quand Madame Beaumont vous a humilié, pour ne pas avoir pris votre défense. Vous aviez raison sur tout, et nous avons été lâches. » Léa le regarda avec surprise. « Merci, monsieur. Ça prend du courage de reconnaître ça. Vous avez besoin d'aide pour changer la valve? Je ne suis pas mécanicien, mais je peux tenir des outils, tenir une lampe, vous assister. » Léa sourit pour la première fois de la journée. « Si vous pouvez tenir la lampe torche et me passer les clés quand je vous les demande, ce sera parfait. Merci. » Ils travaillèrent ensemble pendant exactement 1h57. Léa démonta méthodiquement le système hydraulique, vidangea partiellement le circuit pour réduire la pression résiduelle, retira l'ancienne valve contrefaite qu'elle plaça dans un sac plastique scellé comme pièce à conviction, installa la nouvelle valve classe d'origine, changea tous les joints toriques, remplit le circuit hydraulique avec de l'huile fraîche, purgea minutieusement pour éliminer toute bulle d'air, testa la pression avec un manomètre calibré, remonta tous les carters de protection. Bertrand l'assistait, lui passait les outils, posait des questions techniques pertinentes sur le fonctionnement du système hydraulique. Il apprenait, il écoutait. Il respectait manifestement la compétence qu'il voyait à l'œuvre devant lui. Pendant tout ce temps, Mathilde resta dans la maison principale. Elle ne vint pas voir le travail. Elle n'interféra pas. Elle restait seule avec ses pensées, ses émotions contradictoires, sa compréhension progressive de ce qui venait de se passer. Quand ce fut terminé, Léa démarra une dernière fois la moissonneuse. Elle fit un essai complet de tous les systèmes, démarrage moteur, transmission hydrostatique, élévation et abaissement des bras de coupe, activation du batteur, test de la vis de déchargement, vérification de tous les capteurs électroniques. Tout fonctionnait parfaitement. Les pressions hydrauliques étaient exactement dans les spécifications constructeurs. Elle descendit, nettoya ses outils, les rangea méthodiquement dans sa caisse. Elle sortit ensuite une tablette professionnelle de son sac, ouvrit l'application de certification classe, remplit le formulaire numérique complet, identification de la machine par numéro de série, nature de l'intervention, pièces remplacées, test effectué, résultat des mesures. Elle prit des photos de la nouvelle valve installée, des relevés de pression hydraulique, du tableau de bord affichant tous les voyants au vert. Puis, elle apposa sa signature électronique certifiée sur le certificat de conformité, accompagné de son code d'ingénieur agréé et de l'horodatage automatique. Elle se dirigea vers la maison principale, frappa à la porte. Mathilde ouvrit après quelques secondes. Elle avait les yeux rouges. Elle avait pleuré. Léa lui tendit la tablette sans un mot. Mathilde regarda le certificat de conformité affiché à l'écran. « C'est terminé ?» « Oui, Madame Beaumont. La machine est conforme. Tous les systèmes fonctionnent selon les spécifications constructeurs. Vous pouvez reprendre la récolte en toute sécurité dès maintenant. Le certificat a été automatiquement envoyé à Classe Allemagne et à votre assureur. La garantie constructeur est maintenue. » Mathilde prit la tablette d'une main tremblante,
regarda le document, puis regarda Léa. Quelque chose passa dans ses yeux. Pas encore de la sympathie, mais une forme de reconnaissance qu'elle ne pouvait plus nier. « Combien je vous dois ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Rien, Madame Beaumont. L'intervention est couverte par votre contrat de maintenance classe. La pièce de rechange aussi. Il n'y a rien à payer. » Un silence. Puis, avec une difficulté visible, comme si les mots lui brûlaient la gorge, Mathilde murmura « Merci ». Léa hocha la tête. « Je vous en prie. » Elle commença à se retourner pour partir, mais quelque chose l'arrêta. Une impulsion qu'elle ne comprit pas elle-même sur le moment. Elle se retourna vers Mathilde. « Madame Beaumont, je vais vous dire quelque chose que mon grand-père m'a appris avant de mourir. Quelque chose que je n'oublie jamais. Le talent n'a pas de genre. La compétence n'a pas de sexe. Une machine ne regarde pas si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes riche ou pauvre, si vous avez un diplôme prestigieux ou si vous avez appris dans un garage. Elle regarde juste une chose. Est-ce que vous savez ce que vous faites ? » Elle fit une pause. « Vous m'avez jugé ce matin sur mon apparence physique, sur mon âge, sur mon genre. Vous avez décidé que je n'étais pas capable avant même de me voir toucher la machine. Vous m'avez humilié publiquement pour affirmer votre pouvoir et votre vision du monde. » Mathilde baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Léa. « Mais maintenant, vous savez, » continua Léa doucement, « maintenant, vous avez vu ce qu'une femme de 26 ans peut faire. Vous avez vu que vos préjugés n'avaient aucun rapport avec la réalité. Et la prochaine fois qu'une femme viendra ici pour réparer une machine, pour conduire un tracteur, pour faire n'importe quel travail que vous estimez réservé aux hommes, peut-être que vous vous souviendrez de cette journée. Peut-être que vous lui donnerez sa chance avant de la juger. C'est tout ce que j'espère. » Mathilde leva les yeux et Léa vit qu'elle pleurait maintenant ouvertement. « Je suis désolée, » dit Mathilde d'une voix brisée. « Je suis tellement désolée. Vous aviez raison, surtout. J'ai été horrible. Injuste, arrogante, Elle s'interrompit, submergée par l'émotion. Léa ressentit quelque chose d'étrange. Pas de la satisfaction, pas de la victoire, mais une forme de tristesse pour cette femme qui semblait si perdue, si brisée par ses propres certitudes effondrées. « Je vais vous dire autre chose, Madame Beaumont, » dit Léa après un moment. « Cette valve contrefaite, elle n'a pas été installée par vous. Quelqu'un l'a fait lors d'une maintenance, peut-être sans même vous en parler. Vous n'êtes pas responsable de ça, mais vous êtes responsable de votre réaction quand je vous l'ai signalé. Vous avez choisi l'orgueil plutôt que la sécurité, l'apparence plutôt que la compétence. Ça, c'était votre choix. » Elle fit un pas vers sa voiture, puis se retourna une dernière fois. « Mais vous avez aussi fait le bon choix, finalement. Vous avez accepté la réparation. Vous avez protégé vos employés, même si ça vous coûtait de l'admettre. C'est ça qui compte, au final. Pas les erreurs qu'on fait, mais si on les corrige. » Léa monta dans sa Renault 4L, démarra le moteur crachotant. Dans son rétroviseur, elle vit Mathilde, qui restait debout sur le perron de la maison, la regardant partir, les joues mouillées de larmes. Elle quitta la ferme Beaumont en milieu d'après-midi. Elle roula vers Dreux, vers son petit appartement qu'elle partageait avec sa mère Sylvie. Elle était épuisée, physiquement et émotionnellement, mais elle ressentait aussi quelque chose d'autre, une forme de paix. Elle avait fait ce qui était juste. Elle avait tenu la promesse faite à son grand-père Auguste. Elle ne s'était pas laissée humilier. Elle avait prouvé sa compétence. Elle avait transformé le mépris en respect. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'histoire était loin, très loin d'être terminée. Le soir même, Léa envoya son rapport complet à classe par email sécurisé. Le rapport contenait tous les détails techniques de l'intervention, les photographies de la valve contrefaite, les mesures de pression hydraulique avant et après, et surtout la vidéo complète de l'humiliation publique et de toute la séquence qui avait suivi. Le lendemain matin, elle reçut un appel de sa responsable hiérarchique directe, Madame Véronique Dubois, directrice technique, classe France. « Léa, j'ai visionné votre rapport et la vidéo.
C'est incroyable. Ce que vous avez fait, conduire vous-même la machine, c'était nécessaire, Madame Dubois, l'interrompit Léa calmement. C'était le seul moyen de prouver que je savais exactement de quoi je parlais. C'était aussi extrêmement dangereux, et vous avez pris un risque inconsidéré pour votre propre vie. Mais Véronique Dubois soupira. Mais je comprends pourquoi vous l'avez fait. Et franchement, l'humiliation que vous avez subie de la part de cette cliente est inadmissible. Class va prendre des mesures. Quelles mesures ? Nous allons lancer une enquête interne sur l'origine de cette valve contrefaite. Toutes les machines Class vendues en France ces 2 dernières années vont être inspectées. Et nous allons contacter tous nos clients pour vérifier qu'aucune modification illégale n'a été effectuée. Si nous trouvons d'autres cas, nous identifierons le ou les responsables. Léa acquiesça, même si Véronique ne pouvait pas la voir au téléphone. C'est la bonne décision. Il y a autre chose, Léa. Cette vidéo, elle montre quelque chose que nous savons tous, mais que nous ne documentons jamais. Le sexisme quotidien que subissent nos ingénieurs femmes sur le terrain. Avec votre permission, j'aimerais utiliser cette vidéo, de manière anonymisée, évidemment, pour former nos équipes commerciales et nos clients sur l'importance du respect professionnel et de la non-discrimination. Léa réfléchit un moment. D'accord, mais seulement si c'est vraiment anonymisé. Je ne veux pas que ça devienne un spectacle médiatique. Bien sûr, je vous le promets. Elles raccrochèrent. Léa se sentait étrange, soulagée que son entreprise la soutienne, mais aussi inquiète des conséquences que tout cela pourrait avoir. Pendant ce temps, à la ferme Beaumont, Mathilde vivait le pire cauchemar de sa vie. Elle n'avait presque pas dormi de la nuit. Elle revoyait en boucle la scène de la journée. Ses propres paroles, son arrogance, son mépris. Et surtout, l'expression calme et déterminée de Léa Garnier face à tout ça. Mathilde avait passé sa vie à se construire une image. La femme d'affaires brillante, la gestionnaire efficace, la patronne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais en une journée, cette image s'était effondrée. Elle avait vu ce qu'elle était vraiment devenue. Une femme arrogante, méprisante, qui jugeait les autres pour se sentir supérieure. Elle repensait à sa propre vie, son divorce, sa solitude, ses amis qui l'avaient abandonnée, son père qui la trouvait difficile. Pourquoi ? Parce qu'elle était exactement comme elle avait été avec Léa, méprisante, incapable de reconnaître la valeur des autres, incapable d'admettre ses erreurs. Le jeudi matin, 3 jours après l'incident, Mathilde reçut un appel qui allait tout changer. C'était Monsieur Klaus Reinhardt, le directeur général de Class pour l'Europe de l'Ouest, qui l'appelait depuis le siège en Allemagne. Madame Beaumont, Klaus Reinhardt, Class International, je vous appelle au sujet de l'incident qui s'est produit dans votre exploitation lundi dernier. Mathilde sentit son estomac se nouer. Oui, monsieur, je voulais justement vous parler de ça. Nous avons visionné l'enregistrement complet de l'intervention de notre ingénieure, Mademoiselle Garnier. J'ai plusieurs choses à vous dire, Madame Beaumont. Mathilde ferma les yeux, s'attendant au pire. Premièrement, le comportement que vous avez eu envers notre ingénieur est totalement inacceptable. L'humiliation publique, le sexisme explicite, les menaces professionnelles, tout cela constitue une violation grave des valeurs de respect que Class exige de ses partenaires commerciaux. Monsieur Reinhardt, je suis profondément désolé, Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Deuxièmement, l'enquête que nous avons lancée suite au rapport de Mademoiselle Garnier a révélé quelque chose de très grave. La valve contrefaite installée sur votre moissonneuse provient d'un réseau de fraude plus large. Nous avons identifié le responsable, un sous-traitant de maintenance nommé Thierry Marchand que vous employez occasionnellement. Cet homme a installé des centaines de pièces contrefaites sur des machines Class dans toute la région Centre-Val de Loire ces 3 dernières années, empochant la différence de prix entre les pièces d'origine et les contrefaçons. Mathilde ouvrit les yeux sous le choc. Thierry Marchand, elle l'employait effectivement 2 ou 3 fois par an pour des maintenances rapides.
Un type qui semblait compétent, qui proposait des tarifs avantageux. Nous avons porté plainte contre cet homme, continua Klaus Reinhardt. Les autorités françaises l'ont arrêté hier. Il risque plusieurs années de prison pour mise en danger de la vie d'autrui, contrefaçon, escroquerie. Il a reconnu avoir installé la valve sur votre machine en avril dernier, lors d'une maintenance préventive que vous aviez commandée. Non, mon Dieu, murmura Mathilde. Troisièmement, et c'est le plus important, Madame Beaumont, si Mademoiselle Garnier n'avait pas détecté cette valve contrefaite, si elle n'avait pas insisté malgré votre hostilité, si elle n'avait pas documenté tout cela, votre moissonneuse aurait très probablement connu une défaillance catastrophique dans les semaines suivantes. Nos ingénieurs ont analysé la valve contrefaite que Mademoiselle Garnier a retirée. Elle montrait déjà des micro-fissures dans le métal. Elle aurait cédé, selon nos estimations, après environ 50 heures d'utilisation supplémentaire. Mathilde sentit le sol se dérober sous elle. 50 heures. Elle aurait atteint ça en moins d'une semaine de récolte intensive. « Vous comprenez ce que cela signifie ?» demanda Klaus Reinhardt d'une voix grave. « Cette jeune femme que vous avez humiliée, méprisée, dont vous avez mis en doute la compétence, elle vous a sauvé la vie. Ou plutôt, elle a sauvé la vie de votre conducteur. » Mathilde ne put retenir un sanglot. « Je ne savais pas. » « Non, vous ne saviez pas. Mais vous auriez dû écouter. Vous auriez dû respecter l'expertise professionnelle. Au lieu de ça, vous avez choisi le préjugé. » Il y eut un silence. Puis Klaus Reinhardt reprit d'un ton légèrement plus doux. « Cependant, Madame Beaumont, Mademoiselle Garnier a demandé que nous ne prenions aucune mesure punitive contre vous. Elle a explicitement dit que vous aviez fini par accepter la réparation, que vous aviez fait le bon choix finalement. Elle ne souhaite pas que cette histoire nuise à votre exploitation. C'est une marque de caractère remarquable de sa part. » Mathilde pleurait maintenant ouvertement. « Elle a dit ça? Après tout ce que je lui ai fait? » « Oui. Mademoiselle Garnier est non seulement une ingénieure exceptionnelle, mais aussi une personne d'une grande intégrité morale. Vous devriez vous estimer heureuse qu'elle soit intervenue chez vous. » Après avoir raccroché, Mathilde resta assise pendant 1 heure, incapable de bouger. Tout tournait dans sa tête. Elle aurait pu causer la mort de Jacques, son conducteur, un homme de 52 ans, père de 3 enfants, à cause de son arrogance, à cause de son refus d'écouter une femme qu'elle jugeait inférieure. Et cette femme, au lieu de chercher à se venger, de la détruire comme elle en aurait eu le pouvoir et le droit, avait demandé de la clémence. Pourquoi? Cette question torturait Mathilde. Pourquoi tant de générosité face à tant de méchanceté? Le vendredi après-midi, Mathilde prit une décision. Elle devait revoir Léa Garnier. Elle devait lui parler, vraiment lui parler. Pas en tant que patronne arrogante face à une employée, mais d'humain à humain. Elle trouva le numéro de téléphone professionnel de Léa sur le rapport d'intervention. Elle appela, tomba sur la messagerie, laissa un message, la voix tremblante. « Mademoiselle Garnier, c'est Mathilde Beaumont. J'aimerais beaucoup vous parler. Si vous acceptez, je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit après ce que je vous ai fait. Mais, s'il vous plaît, appelez-moi. » Léa écouta le message le soir même. Elle hésita longuement. Qu'est-ce que Mathilde Beaumont pouvait bien vouloir? S'excuser encore? Léa n'avait pas besoin d'excuses. L'affaire était close. Mais quelque chose dans la voix de Mathilde, quelque chose de vulnérable, de brisé, poussa Léa à rappeler. « Madame Beaumont, c'est Léa Garnier. »« Mademoiselle Garnier, merci d'avoir rappelé. Est-ce que je pourrais vous voir, vous parler, en personne ?» Léa fronça les sourcils. « Pourquoi faire, Madame Beaumont ?»« Pour vous remercier, pour m'excuser vraiment, et pour vous demander quelque chose d'important, s'il vous plaît. » Quelque chose dans le ton de Mathilde intrigua Léa. Ce n'était plus la femme arrogante de lundi, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de brisé qui cherchait... Quoi? Du pardon?
De l'aide? D'accord, dit finalement Léa. Samedi après-midi, 15 heures, il y a un café à Chartres, près de la cathédrale. Le Café des Arts. Je serai là. Merci. Le samedi après-midi, Léa arriva au Café des Arts, avec 15 minutes d'avance. Elle portait un jean et un pull simple, les cheveux détachés pour la première fois depuis longtemps. Elle commanda un café, s'installa à une table près de la fenêtre, observait la cathédrale gothique qui dominait la ville. Mathilde arriva exactement à 15 heures. Elle aussi portait des vêtements simples. Jean, chemise blanche, pas de maquillage apparent. Elle avait l'air plus jeune, d'une certaine manière, plus vulnérable aussi. Elle s'assit en face de Léa. « Merci d'être venue. Je vous en prie. » Un silence. Mathilde regardait ses mains. « Je ne sais pas par où commencer. »« Le début est souvent un bon endroit, » dit Léa doucement. Mathilde leva les yeux. « J'ai appris pour la valve, pour Thierry Marchand, pour ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas insisté. » Léa hocha la tête. « Classe vous a informé. »« Oui. »« Vous m'avez sauvé la vie. Ou plutôt, vous avez sauvé la vie de Jacques, et moi, je vous ai traité comme... » Sa voix se brisa. « Je n'arrive pas à croire comment je vous ai traité. Madame Beaumont. Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir. » Mathilde prit une grande inspiration. « J'ai passé toute ma vie à me construire une image. La femme forte. La businesswoman qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais en réalité, je compensais. Mon mariage raté, ma solitude. Le fait que mon père me trouve difficile, que mes amis m'ont abandonné. Je compensais en écrasant les autres, en particulier les femmes, parce que j'avais intériorisé cette idée que pour réussir dans un monde d'hommes, une femme devait être encore plus dure, encore plus impitoyable. » Elle essuya une larme. « Mais vous m'avez montré quelque chose de différent. Vous êtes forte sans être cruelle. Vous êtes compétente sans être arrogante. Vous m'avez prouvé que j'avais tort sans m'humilier. Et même après tout ce que je vous ai fait, vous avez demandé de la clémence pour moi. Pourquoi ?» Léa réfléchit un moment avant de répondre. « Parce que détruire les gens ne construit rien. Mon grand-père me disait toujours, la vengeance ne répare jamais les machines cassées. Vous humilier en retour n'aurait rien apporté de bon. Ça m'aurait juste transformé en vous. » Mathilde laissa échapper un rire triste. « Transformé en moi, quel destin horrible! Vous n'êtes pas horrible, Madame Beaumont, vous êtes juste perdue. » Mathilde la regarda intensément. « Vous avez quel âge, Léa? Je peux vous appeler Léa? » 26 ans, et oui, 26 ans. Et vous avez plus de sagesse que moi à 40 ans. Comment c'est possible? Léa sourit tristement. J'ai eu un bon professeur, et j'ai connu la difficulté. Ça vous enseigne des choses. Mathilde hocha lentement la tête. Puis elle prit une autre grande inspiration. Léa, je vais vous demander quelque chose. Vous allez probablement refuser. Vous en avez parfaitement le droit. Mais je dois essayer. Je vous écoute. Aidez-moi à devenir meilleure. Apprenez-moi à être comme vous. Léa cligna des yeux, surprise. Quoi? Je veux créer quelque chose, un programme, pour former des jeunes femmes aux métiers techniques agricoles. La mécanique, la conduite de machines. Tout ce qu'on leur dit qu'elles ne peuvent pas faire. Je veux leur donner les opportunités que la société leur refuse. Je veux... Elle chercha ses mots. Je veux transformer ma ferme en un endroit qui construit au lieu de détruire. Léa resta silencieuse, stupéfaite. Mais je ne peux pas le faire seule, continua Mathilde. J'ai l'argent, j'ai l'espace, j'ai les machines, mais je n'ai pas le savoir, je n'ai pas la crédibilité et surtout, je n'ai pas votre respect. Si vous acceptiez de m'aider de venir former ces jeunes femmes, de les mentorer comme votre grand-père vous a mentoré, alors peut-être que je pourrais réparer ne serait-ce qu'une petite partie du mal que j'ai fait. Léa était abasourdie. Elle ne s'attendait absolument pas à ça. Madame Beaumont, Réfléchissez-y, s'il vous plaît, l'interrompit Mathilde.
Ne me donnez pas de réponse maintenant. Prenez le temps, pensez-y. Si vous décidez que non, que je ne mérite pas votre aide, je comprendrai parfaitement. Mais si vous dites oui, je vous promets que je ferai tout pour mériter votre confiance. Léa rentra chez elle ce soir-là, la tête pleine de questions. Elle en parla à sa mère, Sylvie. Elles dînèrent ensemble dans leur petit appartement, comme elles le faisaient tous les samedis soirs. « Maman, tu te souviens de cette cliente qui m'a humiliée lundi, Mathilde Beaumont ?» Sylvie leva les yeux de son assiette. « Bien sûr, la propriétaire horrible. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant ? Elle veut que je l'aide à créer un programme de formation pour jeunes femmes mécaniciennes. » Sylvie posa sa fourchette. « Elle veut quoi ?» Léa raconta toute la conversation du café. Quand elle eut terminé, Sylvie resta silencieuse un long moment. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» demanda Léa. Sylvie réfléchit. « Ma chérie, cette femme t'a fait beaucoup de mal. Mais elle demande pardon, elle propose de changer, c'est rare. La plupart des gens défendent leurs erreurs jusqu'au bout. Je sais, mais est-ce que je peux lui faire confiance ? Peut-être pas encore, mais tu pourrais lui donner la chance de mériter ta confiance. » Léa regarda sa mère. « Tu es toujours si sage. Comment tu fais ?» Sylvie sourit, tristement. Un sourire qui cachait tant de choses, tant de secrets. « J'ai fait mes propres erreurs dans la vie, ma chérie. J'ai appris qu'on mérite tous une seconde chance, même quand on ne la demande pas. » Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de sa mère, quelque chose que Léa ne comprenait pas. Mais elle ne posa pas de questions. Le lundi suivant, Léa rappela Mathilde. « Madame Beaumont, c'est Léa Garnier. »« Léa ?» La voix de Mathilde tremblait d'anticipation et de peur. « J'ai réfléchi à votre proposition. Et je vais vous aider, mais à certaines conditions. Toutes les conditions que vous voulez. Première condition, ce programme doit être vraiment sérieux. Pas un coup de communication, de vraies formations, de vraies opportunités d'emploi à la fin. Oui, absolument. Deuxième condition, les jeunes femmes seront traitées avec respect absolu. Vous, moi, Bertrand, tous vos employés. Aucune tolérance pour le sexisme ou le mépris. Oui, je vous le promets. Troisième condition, vous participez aux formations. Vous apprenez aussi la mécanique de base, comment fonctionne une moissonneuse, comment diagnostiquer une panne. Vous vous salissez les mains comme tout le monde. Il y eut un silence. Puis Mathilde dit doucement « Oui, j'en serai honorée. »« Alors c'est d'accord. » Elles commencèrent à travailler ensemble dès la semaine suivante. Mathilde transforma un des hangars de la ferme en atelier de formation complet. Elle acheta des établis professionnels, des outils de qualité, des équipements de diagnostic électronique, des pièces détachées pour les exercices pratiques. Léa contacta les lycées agricoles de la région, les centres de formation, les associations d'aide à l'insertion. Elle cherchait des jeunes femmes intéressées par la mécanique agricole, mais qui n'osaient pas se lancer à cause des préjugés, du manque d'opportunités ou simplement du manque de confiance en elles. 3 jeunes femmes se présentèrent au premier cours, un samedi matin de septembre. Chloé, 17 ans, passionnée de tracteurs depuis l'enfance, mais découragée par son père. Amandine, 22 ans, qui avait abandonné ses études d'ingénieur après avoir subi du harcèlement sexiste. Et Nadia, 19 ans, d'origine algérienne, brillante en physique mais à qui on avait toujours dit que la mécanique n'était pas pour les filles arabes. Léa les accueillit dans l'atelier. Mathilde était là aussi, en combinaison de travail, prête à apprendre elle aussi. « Bienvenue, dit Léa. Je suis Léa Garnier, et avant de commencer, je veux que vous sachiez une chose. Vous avez parfaitement votre place ici. N'écoutez jamais personne qui vous dit le contraire. Une machine ne vous jugera jamais sur votre apparence, votre origine, votre genre. Elle vous jugera sur votre compétence. Et la compétence, ça s'apprend. » Les 3 jeunes femmes écoutaient, les yeux brillants. « Mon grand-père, Auguste Garnier, était mécanicien agricole. Il m'a appris tout ce que je sais. Pas parce que j'étais doué naturellement,
mais parce qu'il croyait que le talent peut naître partout, chez n'importe qui. Aujourd'hui, je vais vous transmettre ce qu'il m'a transmis. Le premier cours dura 4 heures. Elles démontèrent un moteur de tracteur Massey Ferguson. Léa expliquait chaque pièce, chaque fonction, chaque interaction. Les 3 jeunes femmes et Mathilde écoutaient, posaient des questions, mettaient les mains dans le cambouis. À la fin de la journée, alors qu'elle nettoyait les outils, Chloé s'approcha de Léa. « Mademoiselle Garnier, appelle-moi Léa, s'il te plaît. »« Léa, je voulais vous dire merci. Mon père m'a toujours dit que la mécanique n'était pas pour moi, que je perdais mon temps, mais aujourd'hui, pour la première fois, je me suis sentie légitime. » Léa sourit, les larmes lui montant aux yeux sans qu'elle sache pourquoi. « Tu es légitime, Chloé. Ne laisse personne te dire le contraire. » Les semaines passèrent. Le programme prit de l'ampleur. 5 jeunes femmes, puis 7, puis 10. Mathilde investissait massivement, transformait un 2e hangar. Léa venait tous les samedis, parfois aussi en semaine après son travail chez Classe, et quelque chose d'étrange se passa. Léa et Mathilde développèrent une relation qu'aucune des deux n'aurait pu imaginer. Pas vraiment de l'amitié, pas encore, mais une forme de respect mutuel, de compréhension. Mathilde changeait, réellement. Elle écoutait maintenant. Elle posait des questions au lieu d'affirmer. Elle traitait les ouvriers de la ferme avec respect. Bertrand le remarqua, les autres employés aussi. Un samedi après-midi de novembre, après une session de formation particulièrement longue, Léa et Mathilde se retrouvèrent seules dans l'atelier, rangeant les outils. « Léa, » dit soudain Mathilde, « je peux vous poser une question personnelle ?»« Ça dépend de la question, » répondit Léa prudemment. « Votre père, vous n'en parlez jamais. Est-ce qu'il est mort ?» Léa resta silencieuse un moment. « Je ne l'ai jamais connu. Ma mère ne parle jamais de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'a abandonnée quand elle était enceinte. » Mathilde ressentit quelque chose d'étrange, une empathie profonde. « Je suis désolé. Ce n'est rien. Mon grand-père Auguste a été un meilleur père que n'importe quel père biologique aurait pu l'être. Quand même, vous ne vous êtes jamais demandé qui il était ?» Léa haussa les épaules. « Parfois, quand j'étais petite, mais j'ai appris à vivre sans réponse. » Mathilde hocha la tête, perdue dans ses pensées. Les mois continuèrent de passer. Le programme de formation devint une référence régionale. Des articles parurent dans la presse agricole. D'autres fermes demandèrent à reproduire le modèle. Mathilde et Léa furent invitées à présenter leur initiative lors d'un salon professionnel à Paris. C'est lors de ce salon, en février 2025, que le destin frappa de la manière la plus improbable. Mathilde et Léa tenaient un stand ensemble, présentaient leur programme à des agriculteurs, des formateurs, des représentants du ministère de l'Agriculture. À un moment, Philippe Beaumont, le père de Mathilde, passa devant le stand. Il était venu au salon pour rencontrer d'anciens contacts professionnels. Il s'arrêta en voyant sa fille. « Mathilde, je ne savais pas que tu serais là. »« Papa, oui, nous présentons le programme de formation. » Philippe s'approcha, regarda les panneaux explicatifs, les photos des jeunes femmes en formation. « C'est impressionnant, vraiment. Je suis fier de toi. » Mathilde sourit, touchée. Son père lui disait rarement qu'il était fier. « Merci, papa. Laisse-moi te présenter. Voici Léa Garnier, l'ingénieure Classe qui dirige les formations techniques. Sans elle, rien de tout ça n'existerait. » Philippe se tourna vers Léa, tendit la main pour la saluer, et il se figea. Il devint livide, sa main retomba. Il fixait Léa comme s'il voyait un fantôme. Léa le regardait aussi, confuse. « Monsieur, ça va ?» Philippe ouvrit la bouche, la referma. Les pensées se bousculaient dans sa tête à une vitesse folle. Cette jeune femme, les cheveux blonds, les yeux verts, l'âge, 26, 27 ans, le nom, Garnier. Non, ce n'était pas possible. Vous
Vous venez d'où? Demanda-t-il d'une voix étranglée. Léa fronça les sourcils, surprise par la question. De Dreux, pourquoi? Votre mère? Comment s'appelle votre mère? Le ton était urgent, presque paniqué. Mathilde regardait son père, complètement déstabilisé. Papa, qu'est-ce qui se passe? Léa recula légèrement, un instinct de protection se déclenchant. Je ne vois pas en quoi c'est vos affaires, monsieur. S'il vous plaît, supplia Philippe. Répondez-moi, votre mère, elle s'appelle Sylvie, Sylvie Garnier? Le monde sembla s'arrêter. Léa sentit son cœur cesser de battre. Comment vous connaissez ma mère? Philippe recula, porta une main à sa bouche. Mon Dieu, non! Mathilde saisit le bras de son père. Papa, tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe? Philippe regarda sa fille, puis regarda Léa, puis regarda à nouveau sa fille. La vérité le frappa avec la force d'un train lancé à pleine vitesse. Mathilde, dit-il d'une voix brisée, je dois te parler. Maintenant, en privé. Non, dit Léa soudainement, sa voix dure. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant, devant moi. Philippe la regarda, et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez personne. De la culpabilité absolue, de la terreur et de la reconnaissance. Vous êtes sa fille, murmura-t-il. Vous êtes la fille de Sylvie. Oui, dit Léa, sa voix tremblant maintenant. Et alors? Philippe ferma les yeux. Quand il les rouvrit, des larmes coulaient sur ses joues. Alors, je suis votre père. Le silence qui suivit fut total, absolu. Mathilde porta une main à sa bouche, sous le choc. Léa chancela, dut se retenir au stand pour ne pas tomber. Quoi? Murmura-t-elle. Philippe tremblait de tout son corps. L'été 97. Brou. Sylvie travaillait dans un restaurant routier. J'étais là pour acheter des terrains. Nous avons passé une nuit ensemble. Je lui ai promis de l'aider. Et puis, j'ai eu peur. Peur que ma femme découvre. Peur de perdre tout ce que j'avais construit. Alors, je suis parti. Je ne l'ai jamais rappelée. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Léa le regardait, et dans ses yeux montait une rage qu'elle n'avait jamais ressentie. Vous ne saviez pas? Elle vous a appelé des dizaines de fois. Elle a laissé des messages. Vous saviez, vous avez juste choisi de l'ignorer. Je suis désolé, sanglota Philippe. Je suis tellement désolé, j'étais un lâche, j'ai ruiné 2 vies, la sienne et la vôtre. Mathilde était en état de choc. Tu as eu une aventure, tu as un autre enfant. Philippe se tourna vers sa fille. Mathilde, ne me parle pas, dit Mathilde, sa voix glaciale. Ne me touche pas. Elle regarda Léa. Et soudain tout prit sens, la ressemblance qu'elle n'avait jamais remarquée, la couleur des yeux, l'âge, tout. Vous êtes ma sœur, dit Mathilde dans un souffle. Léa secoua la tête, refusant d'accepter. Non, ce n'est pas possible. Mais les pièces s'assemblaient dans son esprit aussi. L'âge de Philippe, la chronologie, la région. Le fait que sa mère n'ait jamais voulu parler de son père. Tout correspondait. Les gens autour du stand les regardèrent maintenant, sentant le drame se dérouler. Philippe pleurait ouvertement. Mathilde tremblait. Léa se sentait au bord de l'effondrement. « Je dois partir, » dit Léa soudainement. « Je ne peux pas. » Elle tourna les talons et s'enfuit du salon. Mathilde la regarda partir, partagée entre l'envie de la suivre et l'incapacité de bouger. Philippe resta immobile, détruit par le poids de ses propres actions 27 ans plus tôt. Léa conduisit jusqu'à Dreux dans un état second. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les contrôler. Quand elle arriva chez elle, sa mère Sylvie était là, en train de préparer le dîner. « Léa, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Léa la regarda. « Philippe Beaumont, c'est lui, n'est-ce pas? C'est mon père. » Sylvie laissa tomber la cuillère qu'elle tenait. Son visage devint blanc. « Comment tu sais ?»« Je l'ai rencontré. Aujourd'hui, par hasard. Il m'a reconnu. »« Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit qui il était ?»
Sylvie s'assit lourdement sur une chaise. Parce que je ne voulais pas que tu saches, je ne voulais pas que tu saches que ton père était un homme qui nous avait abandonnés, qui avait une famille riche pendant que nous vivions dans la pauvreté. Je voulais te protéger. Me protéger? La voix de Léa monta. Mathilde Beaumont est ma demi-sœur, maman. J'ai passé des mois à travailler avec elle, à la former, à développer une relation avec elle, sans savoir. Comment c'est me protéger ça? Sylvie pleurait maintenant aussi. Je suis désolé. Je pensais que vous ne vous rencontreriez jamais, que nos chemins resteraient séparés. Comment j'aurais pu savoir que... Que quoi? Que le destin nous forcerait à nous confronter. Elles restèrent assises dans la cuisine, mère et fille, pleurant toutes les deux, submergées par les révélations et leurs conséquences. Le lendemain, Mathilde vint frapper à leur porte. Sylvie ouvrit. Quand elle vit Mathilde, elle pâlit. « Vous êtes Mathilde Beaumont, la fille de Philippe. » Un silence tendu. Puis Sylvie dit doucement « Entrez ». Mathilde entra dans le petit appartement modeste. Léa était assise sur le canapé, les yeux rouges d'avoir pleuré toute la nuit. Les trois femmes se regardèrent, unies par un homme qui avait brisé deux vies, séparées par 27 ans de mensonges et de silence. « Je ne sais pas quoi dire », commença Mathilde. « Tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur mon père, c'était un mensonge. »« Rejoins le club », dit Léa amèrement. Mathilde s'assit sur une chaise. « Léa, je suis désolé. Pour tout, pour l'humiliation que je t'ai fait subir, pour ne pas avoir su qui tu étais, pour toute la vie que tu aurais dû avoir et que tu n'as pas eue à cause de mon père. » Léa la regarda. « Ce n'est pas ta faute. Tu n'étais qu'un enfant quand c'est arrivé. Non, mais j'ai bénéficié de tout ce qui t'a été refusé, l'argent, l'éducation, un père, même si ce père s'est avéré être un lâche. » Sylvie intervint doucement. « Mathilde, puis-je vous demander quelque chose? » « Bien sûr. Est-ce que votre mère, est-ce qu'elle sait pour l'aventure de votre père ?» Mathilde secoua la tête. « Non, mes parents ont divorcé il y a 5 ans, mais pour d'autres raisons. Ma mère ne sait rien de tout ça. Mon père me l'a avoué hier soir. Il était effondré. » « Bien, » dit Sylvie fermement. « Gardons ça comme ça. Votre mère n'a pas besoin de savoir. Ça ne ferait que rajouter de la douleur. » Les trois femmes restèrent silencieuses un long moment. Puis Mathilde dit quelque chose d'inattendu. « Vous savez ce qui est fou. Si tout ça n'était pas arrivé, si mon père n'avait pas abandonné Sylvie, si Léa avait grandi avec nous dans la richesse, elle ne serait jamais devenue la personne extraordinaire qu'elle est aujourd'hui. » Léa la regarda, surprise. « Tu as été élevée par Auguste, » continua Mathilde. « Tu as appris la mécanique, la détermination, l'humilité. Tu es devenue une ingénieure brillante. Tu m'as transformée. Tu changes la vie de dizaines de jeunes femmes. Moi, j'ai été élevée dans le luxe et je suis devenue arrogante, vide, perdue. » Elle essuya une larme. « Je ne dis pas que l'injustice que tu as subie était une bonne chose, mais je dis que tu as construit quelque chose de magnifique à partir de cette injustice, quelque chose que moi, avec tous mes privilèges, je n'ai jamais réussi à construire. » Léa ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle était encore en colère. Une autre partie commençait à comprendre que Mathilde souffrait aussi, différemment, mais réellement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Léa. Mathilde réfléchit. « On continue le programme de formation, si tu veux. Parce que ce qu'on a construit ensemble, c'est plus grand que nos histoires personnelles. Ces jeunes femmes ont besoin de nous. Elles ont besoin de toi. » Elle fit une pause. « Et peut-être qu'on apprend à se connaître, vraiment, pas comme formatrice et mécène, mais comme sœur. » Le mot resta suspendu dans l'air. Sylvie prit la parole doucement. « Mathilde a raison, Léa. Ce qui s'est passé entre Philippe et moi, c'était il y a 27 ans. Vous deux, vous êtes l'avenir.
Vous pouvez choisir de laisser le passé vous définir, ou vous pouvez choisir de construire quelque chose de nouveau. Léa regarda sa mère, puis regarda Mathilde, deux femmes qui partageaient son sang sans qu'elle l'ait jamais su. Deux femmes qui portaient chacune leur cicatrice. « D'accord, dit-elle finalement, on continue, mais pas pour Philippe, pour nous, pour les jeunes femmes conformes, pour montrer que même les secrets les plus douloureux peuvent être transformés en quelque chose de bon. » Mathilde sourit à travers ses larmes. « D'accord. » Les mois qui suivirent furent étranges et difficiles. Léa et Mathilde apprirent à naviguer leur nouvelle relation. Elles ne devinrent pas instantanément proches. Comment le pourraient-elles? Trop de blessures, trop de différences, trop de poids du passé. Mais elles travaillèrent ensemble. Elles formèrent ensemble. Et lentement, très lentement, quelque chose se construisit. Une forme de confiance, de respect mutuel. Peut-être même, un jour, d'affection. Philippe Beaumont essaya à plusieurs reprises de contacter Léa. Elle refusa de le voir. Elle n'était pas prête, peut-être ne le serait-elle jamais. Sylvie lui dit que c'était son droit, que le pardon ne pouvait pas être forcé. Le programme de formation prospéra. En 2 ans, il forma 43 jeunes femmes. 32 trouvèrent des emplois dans la mécanique agricole. 4 créèrent leurs propres ateliers. 7 retournèrent à l'école pour devenir ingénieurs. L'histoire de Léa et Mathilde devint connue dans les cercles professionnels. Pas les détails de leur lien familial, ça, elles le gardèrent privé. Mais leur parcours, une ingénieure humiliée qui transforme l'humiliation en opportunité de formation, une patronne arrogante qui reconnaît ses erreurs et change complètement de trajectoire. Un jour, 3 ans après l'incident initial, Léa et Mathilde donnèrent une conférence ensemble lors d'un salon professionnel, devant une salle remplie d'agriculteurs, d'étudiants, de formateurs. Mathilde parla en premier. « Il y a 3 ans, j'ai commis l'une des pires erreurs de ma vie. J'ai humilié publiquement une ingénieure classe venue réparer ma moissonneuse. Je l'ai jugée sur son apparence, son âge, son genre. Je lui ai dit que ce n'était pas un travail pour une femme. » Le public écoutait, fasciné. Cette ingénieure s'appelle Léa Garnier. Elle est à côté de moi aujourd'hui et elle m'a sauvé la vie, littéralement. Elle a détecté une modification dangereuse sur ma machine que je refusais d'écouter. Elle a risqué sa propre vie pour prouver qu'elle savait ce qu'elle faisait. Mathilde se tourna vers Léa. Mais plus important encore, elle m'a sauvé d'une autre manière. Elle m'a montré ce que je pouvais devenir. Pas une patronne qui écrase, mais une personne qui construit. Léa prit ensuite la parole. Mon grand-père Auguste me disait toujours « Une machine ne ment jamais. Si vous la réparez correctement, elle fonctionne. Les personnes sont plus complexes, mais le principe reste le même. Si vous investissez de l'effort, de la patience, de la générosité dans les gens, ils peuvent changer, ils peuvent devenir meilleurs. » Elle regarda Mathilde. Mathilde m'a humilié, c'est vrai, mais elle a aussi eu le courage de reconnaître son erreur, de changer, de transformer sa ferme en un lieu d'opportunité pour des dizaines de jeunes femmes. C'est ça qui compte au final, pas l'erreur initiale, mais ce qu'on construit après. L'assemblée applaudit longuement. Après la conférence, alors qu'elles rangeaient leurs affaires, Mathilde dit doucement « Léa, est-ce que tu m'as pardonné ?»« Vraiment ?» Léa réfléchit. « Je ne sais pas si pardonner est le bon mot, mais je ne te déteste pas. Je ne suis plus en colère. Je vois qui tu es maintenant, pas qui tu étais. »« C'est suffisant pour moi, » dit Mathilde. « Il y a autre chose, » continua Léa. « Ce dimanche, c'est l'anniversaire de la mort de mon grand-père Auguste. Ma mère et moi, on va sur sa tombe, fleurir, lui parler. Est-ce que tu voudrais venir ?» Mathilde fut surprise. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, il aurait aimé savoir que son enseignement continue, que tu apprends, que tu transmets. » Le dimanche, elles se retrouvèrent toutes les 3 au cimetière de Dreux. Sylvie, Léa et Mathilde. Devant la tombe simple d'Auguste Garnier, Léa déposa des fleurs. « Grand-père, je t'ai amené quelqu'un qui apprend,
qui respecte le métier, qui honore ton héritage. » Elle prit la main de Mathilde. « Elle s'appelle Mathilde. Et même si notre histoire a commencé dans la douleur, je crois que tu serais fière de ce qu'on construit ensemble. » Mathilde sentit les larmes couler. Elle ne connaissait pas cet homme, mais elle ressentait sa présence, son influence qui traversait les générations. « Monsieur Garnier, » dit-elle doucement, « je vous promets de prendre soin de ce que vous avez commencé, de transmettre ce que vous avez enseigné. Merci d'avoir élevé Léa. Merci de lui avoir appris à être meilleure que moi. » Sylvie regardait les deux jeunes femmes, sa fille et la fille de l'homme qui l'avait abandonnée, unies maintenant, sœurs qui avaient trouvé leur chemin l'une vers l'autre à travers la douleur, le travail et la transformation. Elle pensa à Philippe. Elle ne l'avait jamais revu depuis cette nuit de 1997. Elle ne voulait pas le revoir, mais elle espérait qu'il savait, qu'il voyait ce que ces deux filles construisaient ensemble, que peut-être, d'une certaine manière tordue, son erreur avait produit quelque chose de bon. 5 ans après l'incident initial, le programme de formation de la ferme Beaumont avait formé plus de 100 jeunes femmes. Il était devenu un modèle national. D'autres fermes dans toute la France avaient reproduit l'initiative. Le ministère de l'Agriculture avait créé un label officiel pour les programmes de formation non discriminatoires. Léa avait été promue directrice nationale de la formation technique chez Classe France. Elle voyageait dans tout le pays, formait des formateurs, inspirait des milliers de jeunes gens. Mathilde avait transformé complètement sa ferme et sa vie. Elle s'était réconciliée avec sa mère. Elle avait développé de vraies amitiés. Elle avait trouvé un sens à sa vie qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Et les deux sœurs, nées de circonstances si différentes, élevées dans des mondes si opposés, avaient construit quelque chose d'unique. Pas une famille traditionnelle, mais quelque chose de réel, de précieux, de durable. Un soir d'automne, elles étaient assises ensemble dans l'atelier de la ferme, après une longue journée de formation. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Léa. « Quoi ?»« Ce jour où tu m'as humiliée, ce jour terrible, horrible, où je me suis sentie si petite, si illégitime, si jugée. » Oui, Mathilde avait encore du mal à repenser à ce jour sans ressentir de la honte. C'était le meilleur jour de ma vie. Mathilde la regarda, incrédule. « Quoi ?» Léa sourit. « Parce que sans ce jour, rien de tout ça n'existerait. Le programme, les 100 femmes formées, leur changement de vie, notre relation, tout. Si tu avais été gentille avec moi ce jour-là, j'aurais réparé la machine et je serais partie. On ne se serait jamais revus. On n'aurait jamais découvert qu'on était sœurs. On n'aurait jamais construit tout ça. » Elle fit un geste englobant l'atelier, les photos des diplômés sur les murs, les outils rangés soigneusement, tout l'héritage qu'elles avaient créé. « Parfois, les pires moments créent les meilleures opportunités, » continua Léa. « Parfois, l'humiliation devient le catalyseur de la transformation. Parfois, ce qu'on croit être la fin n'est que le début. » Mathilde essuya une larme. « Tu es incroyable, tu sais ça ?»« Non, je suis juste la petite fille d'Auguste Garnier. Et ça suffit. » Elles restèrent assises ensemble alors que la nuit tombait doucement sur la ferme de Beauce, deux sœurs que le destin avait séparées à la naissance et réunies de la manière la plus improbable, construisant ensemble un héritage qui durerait bien au-delà de leur propre vie. Et quelque part, Léa aimait à le croire, Auguste Garnier souriait, parce que son enseignement vivait, pas juste dans sa petite fille, mais dans tous ceux qu'elle touchait. Dans toutes ces jeunes femmes qui apprenaient maintenant que le talent n'a pas de genre, que la compétence parle plus fort que les préjugés et qu'une machine ne ment jamais. Ces vérités simples mais profondes, transmises de génération en génération, étaient son véritable héritage. Et elle continuerait de vivre, de se multiplier, de transformer des vies, longtemps après que tout le monde ait oublié les détails de cette journée d'août où une jeune mécanicienne avait transformé l'humiliation en triomphe.
Si cette histoire vous a touché le cœur, si vous croyez que personne ne devrait être jugé sur son apparence ou son genre, si vous pensez que même les erreurs les plus graves peuvent être transformées en opportunités de croissance, laissez votre like maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui célèbrent la dignité, le courage, la rédemption et la justice. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation. Commentez en bas pour me dire ce que vous avez ressenti, d'où vous regardez et quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué. Activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle publication. Votre soutien permet à ces histoires de toucher plus de gens, de changer plus de mentalités, de construire un monde où la compétence compte plus que les préjugés, où les erreurs peuvent être corrigées et où même les secrets les plus douloureux peuvent devenir des ponts vers la réconciliation. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Merci d'être là. Et rappelez-vous toujours, une machine ne ment jamais. Les faits sont plus forts que les opinions. Le travail bien fait est la plus belle réponse au mépris. Et parfois, les pires moments de notre vie deviennent les catalyseurs des plus belles transformations. À bientôt pour une nouvelle histoire qui va vous bouleverser, vous faire réfléchir et peut-être même vous inspirer à devenir meilleur.